La République de Turquie n'a jamais été un pays pleinement démocratique depuis sa création. Certains groupes ont été ou sont encore opprimés, tels que les Kurdes, les Alevis, les non-musulmans, les personnes ayant une sensibilité religieuse. Et en évaluant la situation actuelle des droits de l'homme en Turquie, pensez-vous que cette situation continuera ainsi à l'avenir? Et selon vous, que faut-il faire pour surpasser cette situation? Oui, d'abord, bonsoir. Merci de m'avoir invité à l'occasion de la Journée internationale des droits humains, qui est une journée importante, significative. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous avons une énorme inquiétude sur l'avenir des droits humains. D'un côté, il y a une amélioration très sensible des droits humains en matière notamment de la lutte d'égalité des femmes de par le monde. C'est une avancée considérable, à mon avis irréversible, et un des plus grands acquis de l'humanité. Et de l'autre côté, les pouvoirs deviennent de plus en plus, dans beaucoup de pays au monde, autocratiques, autoritaires, répressifs. Et évidemment, cela vise particulièrement les droits humains fondamentaux, liberté de la parole, liberté d'expression, liberté de croyance, et en même temps liberté tout court pour des milliers de personnes. Alors, en Turquie, les droits humains, évidemment, dans le cadre de la République, ont été pendant longtemps réservés à une minorité, et encore, même cette minorité n'était pas totalement garantie dans le respect de ses droits. Il y avait une tradition très forte du pouvoir d'État, la raison d'État dominait quasi totalement sur la question des droits humains, grosso modo jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bien que des droits sont reconnus formellement aux citoyens et qu'il y ait eu des avancées permettant l'expression, la base sur laquelle on peut déployer une démocratie, comme par exemple la séparation, les lois sur la laïcité d'une certaine manière, et le droit des femmes particulièrement avec le Code civil de 1926, le droit de vote des femmes de 1934, et normalement le respect de la personne humaine face à des abus d'autorité du pouvoir. Mais dans la réalité, évidemment, comme vous savez, à partir de 1925, la Turquie a connu une longue période de parti unique jusqu'en 1946. Et cette période de parti unique, évidemment, naturellement, je dirais, automatiquement, pose la question des droits humains. La répression était inhérente à ce régime. Il faut aussi dire une chose qu'il faut et qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. La répression, la férocité du pouvoir d'aujourd'hui sans se rappeler que la République de Turquie elle-même a été fondée sur la guerre, évidemment, qui a causé énormément de torts et de malheurs à partir de 1912, les guerres balkaniques, mais aussi une énorme crimes contre l'humanité successifs qui ont été perpétrés dans la dernière période de l'Empire ottoman, le génocide des Arméniens, les pogroms contre les populations non musulmanes, les massacres et les massacres contre la population kurde demandant leur reconnaissance de leur identité ou refusant le pouvoir de se soumettre au pouvoir central comme à Dersim en 1937-38,
Il y a eu des pogroms contre les Juifs dans les années 30. Il y a eu des pogroms contre les minorités chrétiennes et particulièrement grecques et arméniennes en 1955 dans les grandes villes de la Turquie. Il y a eu les populations grecques ayant la nationalité grecque ont été chassées en 1964 et puis une série de comportements de l'État discriminant les droits des citoyens non musulmans. En Turquie, malheureusement, encore aujourd'hui, d'abord, avant de commencer sur la répression, avant d'aller sur la partie État répressif, reconnaissons qu'il n'y a pas égalité citoyenne. Il y a 82, 83, voire 84 millions maintenant d'habitants en Turquie. Il y a à peu près 83 millions de ressortissants de Turquie vivant en Turquie, plus des ressortissants de Turquie vivant à l'étranger. Mais du point de vue de l'égalité des droits, tous les citoyens de la Turquie ne sont pas égaux. D'abord, commençons par ça. Ils ne sont pas égaux puisque les citoyens sont officieusement, pas dans les lois, pas dans les textes de loi, mais dans la pratique, les citoyens sont classés en 3 catégories. De fait, il y a d'abord les citoyens, disons, de première classe. Ces citoyens de première classe sont les citoyens qui sont turcophones, turcs d'origine, musulmans, sunnites. Leur caractère musulman, sunnite et turcophone et turc d'origine fait qu'ils sont a priori la totalité des droits reconnus aux citoyens de la République de Turquie. Cela ne veut pas dire que parmi ces citoyens, certains soient réprimés parce que leur position politique et idéologique n'est pas conforme au pouvoir du moment. Mais ces citoyens, même s'ils sont réprimés quand ils sont en opposition, de gauche ou autre chose, ces citoyens sont considérés, ont les droits qui sont reconnus à la totalité des droits potentiels en Turquie. Deuxième statut de citoyen, ce sont des musulmans qui sont soit non turcophones d'origine ou qui ne sont pas sunnites. Alors, ces deuxième classe de citoyens, ce sont des Alévis, ce sont des Kurdes, particulièrement les 2 groupes les plus importants, et ceux-là sont considérés comme des citoyens qu'on peut assimiler à terme dans la catégorie du premier citoyen, à condition qu'ils renoncent ou qu'ils mettent au second plan ou qu'ils ne mettent pas en espace public leur demande de reconnaissance d'identité culturelle, linguistique ou d'identité confessionnelle alévi. Ces 2 catégories ont subi des pogroms, mais ils ne sont pas considérés comme des étrangers. Par contre, ils sont considérés comme des potentiels ennemis dans la Turquie républicaine. Et puis, la troisième catégorie, il y en a très peu, ce sont des citoyens qui sont non musulmans, arméniens, orthodoxes, grecs orthodoxes, arméniens, catholiques, juifs, syriaques, yézidis, qui sont considérés comme des citoyens étrangers, c'est-à-dire des citoyens qui sont non pas qu'on ne peut assimiler, peut-être pour les yézidis, il y avait un projet d'assimilation, mais pour les autres, impossible de les assimiler parce que leur assimilation signifie changement de leur religion, abandon de leur religion chrétien, juif, orthodoxe, catholique. Et comme cela ne se passe pas, donc ce sont des citoyens qui sont à terme censés disparaître de la Turquie, quitter la Turquie, et tous les moyens sont mis en place pour qu'ils soient découragés de vivre en Turquie. Et d'ailleurs, ce projet a réussi. Il ne reste plus qu'une poignée qui se situe, tout compris, autour de 100 000 personnes qui ne sont pas des citoyens non musulmans. Et malheureusement,
la grande majorité des personnes qui sont persécutées en Turquie du point de vue de leur confession ou de leur appartenance politique ont été pendant très longtemps, si ils n'ont pas applaudi la répression contre les citoyens de troisième classe, ils ont été silencieux devant ces citoyens de troisième classe, les pogroms qui l'ont reçu. Et dans ce cas-là, je pense que la majorité turco-sunnite en Turquie, même si aujourd'hui se trouve en partie aussi parmi les opprimés, parmi les victimes de la répression de l'erdoganisme, participaient à cette répression, soit directement, soit en restant à l'écart, en fermant les yeux, soit en niant l'effet du passé. Alors, donc, la Turquie d'aujourd'hui, la majorité sociologique du pays, conservateur, turc, sunnite, est d'abord responsable de la situation d'aujourd'hui. De par leur participation à cet État, de par leur soumission tacite à cet État et de par leur soumission et acceptation de refus de reconnaître l'histoire telle qu'elle est passée et par conséquent, ils en portent la responsabilité. Maintenant, la Turquie, à partir des années 50-60, a connu une relative démocratisation avec multipartisme, mais cette démocratisation n'a pas tellement touché, il faut reconnaître, les minorités dont j'ai parlé. La démocratisation a permis surtout une liberté de parole parmi les citoyens de première classe, dont je fais partie, de par mes origines. Les citoyens de première classe pouvaient être dans l'opposition, même dans le Parti ouvrier de Turquie, dans les partis de gauche, mais les autres n'avaient pas les mêmes droits, toujours, d'organiser leurs propres mouvements, leurs propres associations, et ceci a duré jusqu'aux années 90. Effectivement, dans les années 2000, dans la perspective d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, il y a eu certaines ouvertures vers la reconnaissance d'égalité citoyenne, de droits citoyens à tous. Il y a eu des avancées, mais ces avancées ont été peu soutenues par la majorité sociologique sunnite conservateur et par conséquent, quand Tayyip Erdogan a décidé de changer de cap et de mener la Turquie vers un autoritarisme de plus en plus croissant, la résistance sociale, les mouvements sociaux n'ont pas pu freiner cette dérive. Tayyip Erdogan a obtenu dans les élections qui ont confirmé son pouvoir autoritaire d'une manière massive en 2014, en 2015, en 2017, en 2018, a obtenu quand même toujours une majorité très limitée, autour de 50%, mais quand même 50% de la population a voté pour Tayyip Erdogan et son parti, alors que le régime était devenu ouvertement autoritaire. Cette soumission à l'autoritarisme pose vraiment le plus grand problème en Turquie. Et aujourd'hui, parmi les populations, parmi les secteurs qui ont qui subissent la répression, malheureusement, dans le passé, certains ont participé aussi à la formation de cet autoritarisme et ont soutenu explicitement les mesures qui ont été à l'origine de la dérive autoritaire. Donc, c'est plus compliqué. Ce n'est pas un coup d'État qui est tombé du ciel qui explique la répression et la disparition des droits humains en Turquie. D'abord, ça s'inscrit dans une longue tradition d'absence des droits humains, dans lequel la majorité du pays a été consentant, la majorité sociologique turco-sunnite conservateur a été, et puis nationaliste surtout, la majorité nationaliste a été consentant. Ça, c'est très important. Il y a eu un consentement social qui fait que la société
turque dans sa majorité emporte aujourd'hui la responsabilité de la situation. En fait, Monsieur Issa, vous avez décrit très bien, résumé très bien la situation actuelle de la Turquie, historique peut-être, la situation historique des droits de l'homme en Turquie. Mais j'aimerais savoir quelles sont vos hypothèses pour l'avenir, en fait. Ça va continuer comme ça à l'avenir ou il y aura des changements d'après vous? Alors, le pouvoir autoritaire devient de plus en plus répressif aujourd'hui. Oui. Plus il perd le soutien de la population, plus il devient répressif. C'est un mécanisme que nous connaissons à peu près dans tous les cas de pouvoir autoritaire dans le monde. Les pouvoirs autoritaires, quand ils bénéficient le soutien réel d'une partie importante de la population, de la majorité, n'ont pas besoin d'utiliser la répression. Plus ils perdent ce soutien, plus ils se dirigent vers une répression pour se maintenir au pouvoir. C'est le cas aujourd'hui de Tayyip Erdogan qui a créé et son soutien, l'alliance islamo-nationaliste qui est au pouvoir aujourd'hui dans la personne de Tayyip Erdogan et le chef du parti d'extrême droite nationaliste Devlet Bahçeli, le parti du mouvement national, Milliyetçi Hareket Partisi. Cette alliance, évidemment, a perdu le soutien majoritaire de la population. La crise économique, la lassitude devant cette tendance extrêmement forte de polarisation de la population, la division de la société entre amis et ennemis, et les ennemis sont les Kurdes, les Alevis, ceux qui sont rattachés au mouvement Gülen, les femmes qui réclament l'égalité, la gauche qui réclame l'égalité et la liberté, et en fait tous ceux qui s'opposent à Tayyip Erdogan dans son désir de pouvoir total en Turquie, aussi bien sur la base islamiste et nationaliste. C'est un mélange islamo-nationaliste. Souvent on dit c'est un pouvoir islamiste. Il est d'abord nationaliste et après islamiste. Utilise l'islam aussi comme un moyen de domination nationaliste, Tayyip Erdogan. Et par conséquent, devient de plus en plus répressif. Et il essaye de faire taire, d'arrêter l'espoir d'un changement politique pacifique dans la population mécontente pour pouvoir maintenir son pouvoir via les élections. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous atteignons un seuil de répression extrêmement élevé. On estime à peu près 50 000. Il y a plus de 300 000 personnes dans les prisons de la Turquie aujourd'hui. Et parmi ces 300 000 personnes, on estime à peu près 50 000 des personnes qui sont des prisonniers politiques, pour des raisons politiques. Même si on accuse ces personnes de terrorisme, de participation au coup d'État, je ne sais quoi, ce sont, dans leur très très grande majorité, ce sont des prisonniers politiques, c'est-à-dire des prisonniers qui sont mis en prison pour leur idée, leur action non violente, mais leur action contre le pouvoir de l'État est souvent accusée d'une manière totalement disproportionnée par rapport aux faits concrets qui leur sont reprochés. Alors, c'est parmi ces 50 000 ou autour de 50 000 personnes qu'on peut considérer comme des prisonniers pour des raisons politiques, évidemment, ce chiffre risque d'augmenter si la répression commence à s'accélérer. Mais de l'autre côté, le pouvoir, de par ses erreurs et de par ses obsessions, a entraîné la Turquie dans une pente de crise économique de plus en plus grave et d'isolement international de plus en plus grave, et avec une politique extérieure très aventurière, et par conséquent, il y a une crainte et une sorte de ras-le-bol qui commence à monter dans la population. On le voit ça dans les sondages d'opinion. Aujourd'hui, l'alliance au pouvoir n'est pas créditée
les deux parties ensemble ne dépassent atteignent difficilement les 40%. Autrement dit, il y a en Turquie à peu près 60% des électeurs, selon le sondage, sont prêts à voter contre Tayyip Erdogan. Alors, cela ne veut pas dire que ces 60% est d'accord entre eux. Et c'est ça peut-être la force encore de Tayyip Erdogan aujourd'hui. Mais dans la Turquie d'aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité, de possibilité de sortir de l'erdoganisme par la voie pacifique et électorale qui est possible. Alors maintenant, évidemment, les questions qui se posent, c'est est-ce que l'autocrate, parce que c'est une autocratie en Turquie, est-ce que l'autocrate accepterait d'organiser des élections dont il sait qu'il va perdre? Moi, je pense que c'est très difficile pour Tayyip Erdogan de ne pas organiser les élections et de reporter des élections par des subterfuges de violence, création de situations d'état d'urgence, etc., se retournera encore plus lourdement payé pour lui parce que faire ces élections 2 ans après, ça risque d'être encore plus en sa défaveur. Deuxièmement, est-ce que les élections seront propres? Nous savons déjà que ces élections ne seront pas à égalité. La campagne, la compétition ne sera pas avec des moyens égaux entre l'opposition et le pouvoir. Mais ça, nous avons l'habitude. Les élections de 2011, les élections de 2015, les élections de 2017, 2018, le référendum, n'ont jamais été dans des conditions de compétition égales entre le pouvoir et l'opposition. Aujourd'hui, ce sera encore pire, probablement, que dans le passé. Mais là, nous savons que malgré cela, l'opposition peut mobiliser la population. Est-ce que les élections, les élections seront propres? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il y aura le même résultat entre les bulletins qui rentrent dans les urnes et les bulletins qui sortent des urnes? Est-ce que les résultats seront identiques? Nous ne savons pas. Si les écarts sont très faibles entre les deux camps, la tentation de faire invalider certains bulletins, etc., sera forte du côté de Tayyip Erdogan. Mais si l'écart est très important, comme c'est ce qui s'annonce aujourd'hui autour de 10 points, 10-15 points, c'est très difficile aussi de tricher là-dessus. Et puis, troisièmement, est-ce que Tayyip Erdogan acceptera de perdre les élections une fois annoncées, comme Donald Trump n'a pas accepté de perdre les élections? Et est-ce que les institutions républicaines de la Turquie, qui ont été totalement formatées par Tayyip Erdogan aujourd'hui, est-ce que ces institutions républicaines de la Turquie résisteront, comme ils ont résisté aux États-Unis, à la pression du pouvoir autocratique, à la pression potentielle de Tayyip Erdogan et de ses comparses pour ne pas faire reconnaître la validité des élections? Nous ne savons pas et nous espérons qu'ils le feront. Mais aujourd'hui, la Turquie a, quoi qu'il arrive, une perspective électorale, et cette perspective électorale n'est pas une perspective électorale vaine, et il ne faut pas d'abord commencer à dire est-ce que les élections auront lieu? D'abord, il faut commencer à réfléchir, à se mobiliser, à s'organiser pour que Tayyip Erdogan et ses comparses perdent ces élections et les conditions de perte des élections soient réunies par des candidatures unifiées, parce que nous avons vu partout dans le monde que face aux autocrates, si l'opposition se présente séparément, diversement, ne risque pas de gagner. Il faut qu'il y ait une forte opposition face à Tayyip Erdogan qui s'organise en reconnaissant ses différences internes et que dans ce cas-là, il faut pousser le pouvoir à accepter la réalité des urnes. Donc, nous avons encore une chance en Turquie. Nous ne sommes pas comme en Chine dans un régime de parti unique dictatorial. Nous ne sommes pas comme en Russie dans un régime où l'opposition a été totalement brisée
et n'a plus le souffle et la population a un peu abandonné le terrain politique, la Turquie n'est pas encore un pays totalement dépolitisé. La participation aux élections sont très importantes et j'espère qu'ils seront aussi très importantes la prochaine fois. Et c'est le seul espoir que nous avons pour sortir de ce guet-apens du pouvoir autocratique. Et puis après, évidemment, il ne s'agit pas de revenir en arrière, reconstituer ce qui est avant Tayyip Erdogan, parce qu'avant Tayyip Erdogan, ou les premières années de Tayyip Erdogan, n'étaient pas non plus très propres, n'étaient pas non plus idéales. Il y a eu énormément de compromissions, il y a eu énormément de juges, de policiers qui ont servi le pouvoir de Tayyip Erdogan en inventant des procès iniques que Tayyip Erdogan et ses comparses aujourd'hui utilisent comme moyen contre d'autres sources de population. N'oublions pas que en 2009 déjà, en 2009, le parti pro-kurde DTP, le parti démocratique le parti démocrate de la société démocratique, DTP, Democratic Toplum Partisi, a été interdit en 2009. Donc, ce n'est pas très loin. Donc, sous Tayyip Erdogan, on dit les années 2000 étaient des années quand même mieux. Oui, c'était vrai, mais quand même, contre les Kurdes, il y avait quand même une répression significative en 2009. Il ne faut pas oublier l'interdiction de ce parti. Et cette interdiction a été applaudie par Tayyip Erdogan et par ses supporters de l'époque, malheureusement même les supporters comme le mouvement Gülen, qui après a subi les foudres de Tayyip Erdogan, mais dans les années 2000 applaudissait devant cette décision. Donc du coup, il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il s'agit de rebâtir en prenant. Il nous faut apprendre des erreurs du passé. Qu'est-ce qui nous a fait amener à ce dérive autoritaire qui est devenu autocratique? Pourquoi la société et les institutions n'ont pas pu résister devant cette dérive? Pourquoi la justice n'a pas pu résister? Pourquoi les médias n'ont pas pu résister? Dès 2007-2008, le pouvoir a commencé à bâillonner la presse, à pousser, à acheter Sabah par les proches de Tayyip Erdogan, etc. Les télévisions. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas pu, la société, ces institutions n'ont pas pu résister à cette dérive autoritaire? Qu'est-ce qui fait que en 2015, quand le Tayyip Erdogan a perdu la majorité et quand il a amené la Turquie dans un chaos, la société n'a pas pu résister dans cette stratégie de chaos et a retourné vers Tayyip Erdogan en disant il va ramener l'ordre. Il faut qu'on se pose toutes ces questions et qu'on puisse après, si jamais Tayyip Erdogan et ses comparses sont chassés du pouvoir par les élections, il faut qu'on puisse remettre en place une Turquie qui a appris de ses erreurs du passé pour pouvoir fonder une Turquie démocratique, plurielle et pays de liberté.